Bonsoir à tous et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. Séance de travail entre la ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur. Les échanges ont porté sur les difficultés que rencontrent ces acteurs du système éducatif. Rentrée solennelle de l'Ordre des avocats du Bénin. L'événement va se tenir du 18 au 22 novembre prochain. En attendant, une conférence inaugurale a eu lieu hier pour rappeler le rôle de l'avocat dans le monde actuel. Et puis demain 17 novembre va se célébrer la journée en hommage aux victimes des accidents de la route. Selon des statistiques du Centre national de sécurité routière, plus de 5000 accidents de la route ont été déjà enregistrés. C'est un acte que le Bénin n'est pas prêt d'accepter. Des Nigérians vêtus des uniformes de la police et de la douane sont entrés le jeudi dernier sur le territoire béninois, notamment à Pobé. Ces derniers ont pris pour cible des boutiques appartenant à des commerçants béninois qu'ils ont dépouillés. Informés de la situation, les autorités béninoises ont élevé une réaction ferme contre ce qu'on pourrait qualifier de violation à l'intégrité territoriale. Dans la foulée, l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Aurélien Agbenonsi, au sorti de leurs échanges, l'ambassadeur du Nigeria s'est prononcé sur la situation. Il a également déploré ces incidents et a promis d'œuvrer pour que de telles situations ne se reproduisent plus. The Honorable Minister of Foreign Affairs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin m'a fait appel afin que je lui donne des explications par rapport à deux incidents qui ont eu lieu sur votre territoire. One very near Pobé in Aderono, and then there was another one that also happened near Igolo. Le premier qui a eu lieu au niveau de la région de Pobé et le deuxième au niveau de la région d'Igolo, principalement dans le dernier village frontalier avec le Nigeria. We condemn anything that will bring tension, that will create problems between the two countries. Nous condamnons tout acte qui pourrait créer des tensions ou des litiges entre les deux pays. Nous essayons actuellement d'identifier les responsables de ces actes au niveau de la région de Pobé. Les résultats de l'enquête qui actuellement est en cours seront connus incessamment. Nous ne souhaitons qu'aucun incident du genre ne vienne empirer la situation actuelle au niveau des frontières. This border issue, we just met on 2 days ago, on 14th. À l'issue de notre réunion tripartite avec le Niger sur la crise frontalière tenue le 14 novembre dernier, nous avons décidé qu'il fallait rouvrir dans les meilleurs délais les frontières. En effet, deux frontières voisines ou des frontières voisines ne peuvent rester indéfiniment fermées. Peace in Benin is also peace in Nigeria. Les deux pays travaillent ou œuvrent pour que la situation se résolve et que la paix règne. C'est notre objectif principal. The border issue as quickly as possible. À l'issue des échanges avec l'ambassadeur nigérian, séance à laquelle a également pris part le ministre de l'économie et des finances, Romuald Daouadaï, le chef de la diplomatie béninoise est revenu sur l'essentiel à retenir des discussions. Suivant quelques extraits des explications du ministre Aurélien Agbenonsi. Je dois effectivement vous dire que nous avons été informés d'incidents inacceptables, condamnables, qui sont intervenus dans des régions frontalières de notre pays, du côté du Nigeria. Ces incidents ne sont pas acceptables et le président de la République, dont le souci constant est de protéger nos populations, a été informé. Et ma responsabilité comme ministre des Affaires étrangères, c'est de convoquer l'ambassadeur du Nigeria pour élever une vive protestation du gouvernement de ce pays. Notre gouvernement ne saurait accepter des attaques contre les paisibles populations. Nous sommes dans une dynamique de dialogue avec le Nigeria. Nous sortons d'une réunion tripartite qui a eu lieu à Abuja le 14 dernier, où nous avons trouvé une voie de sortie pour que les questions liées à la fermeture de la frontière, à la lutte contre les fraudes, puissent être réglées.
de la manière la plus conforme au traité de la CEDEAO, de la manière la plus conforme aux traités internationaux. Donc en convoquant l'ambassadeur du Nigeria, j'ai tenu à lui faire part du dépit de mon gouvernement, j'ai tenu à lui faire part de la déception de notre gouvernement de voir que, alors qu'au plus haut niveau des deux États, nous recherchons des solutions, des individus dans la chaîne de responsabilité à la base essayent d'envenimer cette situation. J'ai bon espoir que le message de notre gouvernement a été entendu. J'ai saisi par écrit mon collègue du Nigeria. Nous avons élevé cette protestation dans les formes diplomatiques qu'il faut et nous attendons de voir, nous attendons de nos amis du Nigeria qui puissent tirer les conséquences de ces actes que nous avons adressés à leur chancellerie ici pour que la paix puisse revenir et que nous puissions vivre dans un esprit de concorde et dans la sérénité. Donc il y a des règles internationales, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables et nous avons tenu à le dire de la manière la plus ferme à notre ami du Nigeria. Nous sommes des peuples frères, mais il y a des choses, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Après le forum africain Women in Dialogue qui s'est tenu du 4 au 8 novembre à Johannesburg, la délégation béninoise a été reçue par l'ambassadeur du Bénin près l'Afrique du Sud. Afouid Bénin a fait le point de sa participation à ce forum qui a réuni tous les pays de l'Afrique. L'ambassadeur a félicité la délégation pour sa participation à ce grand rendez-vous d'échange sur des propos recueillis par Awa Sherif et Bénédicte Posso. Vous avez fait connaître le Bénin aux Sud-Africains et vous l'avez fait connaître d'une manière à la fois intelligente et élégante. Et pour moi, il n'y a rien de plus incitatif pour m'amener à continuer à faire le travail et à le faire encore mieux que je le fais jusqu'à présent. Les résolutions que vous avez prises, les promesses que vous avez faites, et je sais que vous les tiendrez parce que de manière générale, la gente féminine est beaucoup plus portée à tenir ces promesses que les hommes. L'une des missions les plus importantes qui ont été assignées aux ambassadeurs par le président de la République à leur nomination, c'est de faire connaître le Bénin et de chercher à faire venir dans les pays où nous sommes accrédités les produits du Bénin. Mais avant cela, on peut commencer à travailler ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite que toutes les personnes qui ont manifesté le désir de faire venir ici leurs produits se rapprochent de nous. Même si vous retournez au Bénin, vous savez comment nous joindre, pour que nous puissions commencer à travailler déjà ensemble sur ce que nous pouvons faire ensemble avant que l'accord ne soit signé. Donc, dès que l'accord sera signé, on pourra lancer le mouvement de va-et-vient entre les produits béninois et sud-africains de part et d'autre. Pendant ce temps, le comité de mobilisation pour la paix se réjouit de l'enracinement de la paix au Bénin. Il décerne son satisfecit au président de la République et aux parties prenantes au dialogue politique. Le CMP appelle également à la réconciliation entre tous les enfants du Bénin. Le coordonnateur du CMP, Lucien Médico, est au micro de Christelle Tongodo. Le CMP, par ma voix, les exhorte à garder tout haut, et ceci sans faiblesse, le flambeau de la paix. Le CMP se joint au peuple béninois pour lui dire infiniment merci pour l'acte 1 de la paix que M. Patrice Talon venait donc de poser à travers le dialogue politique dont les recommandations et leur exécution ne nous ont pas déçus. Prions pour que Patrice Talon pose l'acte 2, celui de la grande réconciliation, qui inclura, bien sûr, certainement toutes les couches socio-politiques. Conformément aux dispositions de l'article 16 de leur règlement intérieur, les membres du Conseil national du dialogue social se sont réunis à Cotonou, ceci dans le cadre de leur deuxième session ordinaire. Pendant plusieurs jours, les acteurs sociaux ont examiné des dossiers importants liés à la bonne marche de cet organe de promotion de la paix au Bénin. Au terme donc de cette session, le président Guillaume Atibé a animé une conférence de presse afin d'informer le public des grandes décisions issues de cette rencontre. On l'écoute. L'objectif, c'est de sensibiliser à travers le dialogue social. Parce qu'on ne peut pas
toujours régler les problèmes à coup d'arrêtés, de décrets, de lois. Mais il faut absolument se rapprocher du citoyen, lui expliquer un certain nombre de choses, le sens de l'impôt. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent dans le pays. Ensuite, l'atelier a permis de procéder à une certaine organisation du Conseil national de dialogue social. Donc nous avons eu un instrument d'appui à la visibilité du CNDS. Donc il faut que ce que nous faisons au niveau du CNDS soit connu du grand public, soit connu des citoyens. Le second instrument, qui est un instrument de veille. Un instrument de veille pour le suivi des actions que nous posons, des actions que nous menons. Et un instrument de formation. Alors, la formation, on en a besoin à tous les niveaux. Donc, voilà les grandes décisions qui ont été prises. Intéressons-nous à présent à cet atelier de sensibilisation des employeurs sur leurs droits et obligations. La Caisse nationale de sécurité sociale, dans la dynamique de restaurer son image, a organisé une séance de sensibilisation sur le thème « Les droits et obligations des employeurs et travailleurs en matière de sécurité sociale ». Axel Dancy et Bernard Dogbe pour le compte-rendu. Le chronomètre est enclenché. L'idée de porter et de faire comprendre les droits et obligations des employeurs et travailleurs en matière de sécurité sociale a vu le jour. Ici, dans cette salle, responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, travailleurs, chefs d'entreprise, prêtent oreille aux explications de ces communicateurs. Tour à tour, ils exposent les règles et les fondamentaux. Le régime béninois de sécurité sociale est le thème abordé par Edgar Zoum. Omar Tidjani lève un coin de voile sur les droits et obligations des employeurs. Beaucoup d'employeurs s'affairent à pouvoir déclarer leur personnel. Mais c'est vrai également que certains aussi ne déclarent pas. Donc ces genres de sensibilisation les amène à pouvoir honorer cette obligation. Et honorer cette obligation, ça veut dire quoi? Se faire immatriculer d'abord parce qu'il y a des employeurs clandestins pour lesquels nous activons à pouvoir régler ça. Et dans le même temps, affilier l'ensemble des travailleurs. Parce que lorsque vous n'êtes pas affilié, vous n'êtes pas connu dans le système, plus tard, vous ne pouvez pas bénéficier des prestations. Est-ce que vous voyez? Et on ne devrait pas perdre de vue pour dire que la première mission de la Caisse, c'est de payer les prestations. La loi le fait obligation également pour que lorsqu'ils veulent constater que les employés les ont déclarés, ils peuvent solliciter les attestations d'immatriculation et de versement des cotisations. C'est un imprimé qui se donne à la CNSS où on décline toute leur carrière. Si l'employé est à jour de ses cotisations, depuis quand est-ce qu'il a déclaré, il a affilié, les cotisations sont payées, ainsi de suite. Lorsqu'il constate que dans sa carrière, il y a des creux, là, il se rapproche également de certaines structures de la Caisse, telles que le contrôle employeur justement, pour qu'on puisse se rapprocher de l'employeur pour dire, bon voilà, mon employeur m'a déclaré, mais il n'a pas payé toutes les cotisations. Les obligations en fait des employeurs sont fixées par la loi. Ils ont l'obligation d'immatriculer les travailleurs. Ils ont l'obligation, cette immatriculation assure l'affiliation de ces derniers au régime. Et une fois que ce lien est établi avec la Caisse, les prestations sont servies à leurs travailleurs une fois que les conditions, ces derniers remplissent les conditions. Pendant 20 minutes, chargés des affaires juridiques et contrôleurs des employeurs à la CNSS ont fait lumière sur la politique. Le directeur général par intérim de la CNSS se réjouit de la rencontre. Il est évident qu'une matinée n'est pas suffisante pour aborder tous les aspects de la matière sécurité sociale. Mais j'ai la ferme conviction que les échanges consécutifs à la présentation des deux sous-thèmes permettront à tout un chacun de tirer l'essentiel aux fins d'une collaboration fructueuse
entre la CNSS et ses partenaires sociaux. Cet atelier de sensibilisation des employeurs sur leurs droits et obligations se veut participatif, puisqu'il appelle les uns et les autres à une prise de conscience, mais surtout à reconnaître les droits des travailleurs au Bénin. Du 18 au 22 novembre, je vous l'annonçais dans les titres, l'Ordre des avocats du Bénin va effectuer sa rentrée solennelle. En prélude à l'événement, une conférence inaugurale a eu lieu hier vendredi à Cotonou sur le rôle de l'avocat dans le monde d'aujourd'hui. Jean-Claude James, Bernal Djogui. 2 interventions ont marqué cette conférence inaugurale qui a eu pour thème le rôle de l'avocat dans la modernisation de la justice. Le premier acteur de la modernisation de la justice, d'une manière générale, c'est le politique. Le débiteur de la satisfaction des besoins nouveaux d'une société en mouvement, c'est le politique. Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'avocat peut être et assumer être la boîte à idées, la conscience du politique. L'avocat général près la Cour suprême de son côté a insisté sur les défis qui attendent ces professionnels du droit dans ce processus de modernisation. Le premier défi, c'est un défi qui consiste à ce que l'avocat gagne en crédibilité. Le deuxième défi, quel est l'impact du numérique sur la profession de l'avocat? L'avocat du XXIe siècle doit s'adapter au modèle économique du moment. Le quatrième défi, c'est relatif à son entrée dans la mondialisation. Il faut entrer dans la mondialisation. Plusieurs autres activités sont au menu de cette rentrée solennelle. Une occasion d'échange qui va permettre à ces avocats d'avoir une idée claire de leur rôle dans un monde en pleine mutation. Au port autonome de Cotonou, il y a eu la signature d'un contrat relatif aux travaux d'agrandissement et de mobilisation du port autonome de Cotonou prévu pour la période 2019-2023. Je vous propose de suivre le responsable de la construction à la direction technique du port autonome de Cotonou pour plus de précisions. Aujourd'hui, en fait, on a signé un contrat pour lancer une campagne d'investigation géotechnique. Ceci sera nécessaire pour pouvoir déterminer les caractéristiques physiques du sol afin de savoir quelle est la solution la plus recommandée pour construire le nouveau terminal qu'on va construire ici à la place de la traverse est actuelle. Le contrat a été signé avec la société Chek pour China Harbour Engineering Company. C'est une société qui est très présente dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui a construit des ports tels qu'Abidjan et Tema, et donc qui a une expertise reconnue dans le domaine. Voilà, donc la campagne d'investigation géotechnique commence donc aujourd'hui, et la société Chek a donc 4 mois pour réaliser les 40 forages qu'on a prévu de faire. 5715, c'est le nombre d'accidents de la route déjà recensés par le Centre national de sécurité routière. À cela s'ajoutent 677 décès répertoriés pour rendre hommage aux victimes des accidents de la route. Une journée mondiale et africaine leur est dédiée. Il s'agit du 17 novembre. Le Bénin ne restera pas en marge de cette célébration. C'est la substance du message du ministre des Transports à la veille de cette célébration. On l'écoute. Qu'il s'agisse des données recueillies par la structure nationale habilitée ou celles modélisées par l'Organisation mondiale de la santé, la réalité est que les accidents de la circulation au Bénin, comme dans la plupart des pays en développement, constituent un problème de santé publique avec un impact économique majeur pour la nation et les familles. C'est pourquoi l'amélioration des infrastructures et des conditions du transport constitue un axe majeur du programme d'action du gouvernement. Le thème de cette journée, également consacré depuis 2012 par l'Union africaine comme la journée africaine de la sécurité routière, est
La vie n'est pas la pièce de rechange d'une voiture. Ce thème, basé sur le troisième pilier du plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière, vise à rappeler l'obligation de protection du droit sacré à la vie incombant à chaque usager de la route, les usagers motorisés notamment. Il est en accord avec le thème général de la troisième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière prévue pour se tenir en février 2020 à Stockholm, en Suède. C'est pourquoi, d'ores et déjà, j'exhorte les usagers de la route, toutes catégories confondues, à davantage de courtoisie et de discipline en circulation, afin qu'au-delà des manifestations prévues dans le cadre de cette commémoration, le Bénin puisse effectuer une transition de fin d'année sans accident de la voie publique et tendre résolument vers un système de transport sûr. J'invite par ailleurs les organisations de la société civile et les différents acteurs de la chaîne de sécurité à prendre une part active aux différentes activités prévues dans le cadre de cet hommage qui sera rendu aux victimes d'accidents de la route et à leurs familles durant les 2 prochaines semaines. L'accident de la route n'est pas une fatalité, nous pouvons l'éviter. On parle maintenant des travaux de la 3e réunion du comité régional de pilotage du projet Walsa Récif qui ont démarré ce jeudi. 2 jours durant, les participants venus de la sous-région ont fait le bilan de ce projet commun 1 an après son lancement à Dakar au Sénégal. Ils sont venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, également du Sénégal et de Sao Tomé-Principe pour prendre part à cette 3e réunion du comité de pilotage du projet Waka Récip. Une initiative commune destinée à lutter contre l'érosion côtière qu'engendre la dégradation du littoral ouest africain. 1 an après sa mise en œuvre, cette rencontre fait le point du chemin parcouru. À ce titre, je voudrais citer entre autres réalisations la mise en vigueur de l'accord de don avec l'IDA après le respect des clauses datées, le recrutement progressif du personnel d'animation du projet aussi bien au niveau des composantes nationales que de la composante régionale. La conduite des activités préparatoires au lancement des études de faisabilité, la conclusion de contrats avec le Centre de suivi écologique de Dakar et les perspectives très prometteuses d'accords. D'autres investissements physiques sont attendus pour l'atteinte des objectifs liés au projet Waka Récip. En cela, la tenue de cette session constitue une nouvelle occasion d'échange pour faire avancer le processus. Face à certaines difficultés liées au manque de main-d'œuvre qualifiée pour le dimensionnement des ouvrages, le suivi des traits de côte, le suivi des infrastructures de protection, la gestion du milieu marin et côtier à court, moyen et long terme, un programme de formation master régional en gestion du milieu urbain et côtier a été proposé par le Bénin. Le recrutement des consultants en charge de l'élaboration des curricula est en cours. Je demeure convaincu, chers membres du comité régional du programme, qu'à l'issue de la présente session organisée au Bénin, vos échanges et décisions serviront de levier pour l'amélioration des performances tant attendues des différentes coordinations des 6 pays du projet Waka Récip. Les participants ont donc 2 jours pour faire des propositions allant dans le sens d'une meilleure efficacité de ce projet innovant qui va en guerre contre les phénomènes d'érosion côtière, d'inondation et de pollution. Séance d'échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables des établissements privés d'enseignement supérieur. Il a été question pour l'autorité ministérielle de s'informer des réalités et des difficultés que rencontrent ces promoteurs d'établissements privés. On fait le point avec Axel Dancy.
Une première depuis son arrivée au gouvernement. Éléonore Yaïla Descamps, face au fondé, chef d'établissement privé d'enseignement supérieur. À ses côtés, Dodi Amouzuvi et Théophane Haï, deux universitaires. En un premier temps, ils se réjouissent de la rencontre. Ensuite, informent la ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique des activités pédagogiques qui se déroulent dans les universités privées, des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'État béninois et des difficultés que rencontrent les promoteurs de ces établissements. Le paysage des établissements privés d'enseignement supérieur dont l'histoire remonte peu ou prou à 1996-1997 est partagé aujourd'hui entre une centaine d'établissements privés d'enseignement supérieur avec différents statuts. Une trentaine d'établissements agréés, une vingtaine d'établissements autorisés à poursuivre leur ouverture, une demi-douzaine d'établissements nouvellement autorisés, une dizaine d'établissements autorisés à être créés pour évoluer vers l'ouverture. Ce rôle joué aussi par les universités et instituts d'État, bien que sous l'emprise financière de ceux derniers, a présenté ses limites qui commencent à impacter de manière légèrement négative la qualité du service rendu. En effet, manque d'infrastructures, manque d'équipement et de ressources humaines. Et sur ce point, pour l'enseignement, c'est important. D'une oreille attentive, elle a suivi avec beaucoup d'enthousiasme ces deux hommes. Sourire aux lèvres, elle salue l'engagement de ses chefs d'établissement privés d'enseignement supérieur et revient sur les réformes en cours dans le système éducatif béninois. Nous savons que, compte tenu d'un certain nombre de constats et de pratiques qui ne nous honorent pas tous, il est nécessaire qu'à un moment donné, un gouvernement qui se respecte puisse prendre le dessus et donner la ligne de conduite. Je crois que c'est ce qui est fait et c'est ce que nous soutenons. Et nous sommes d'accord que cela se fera toujours de façon consensuelle. Les EPS, les privés seront toujours impliqués. Je vous ai toujours dit ça. Les publics également. Pour voir la question donc de la qualité des formations que nous donnons. La question de l'environnement dans lequel nous déroulons ces formations. Les questions de qui, la compétence de ceux-là qui accompagnent nos apprenants. Les échanges entre acteurs politiques et universitaires se sont achevés sur des mots d'espoir afin que la formation dans les universités privées d'enseignement supérieur soit à la hauteur des ambitions éducatives du gouvernement béninois. Une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés béninois. Phoenix Bénin a lancé ce vendredi un programme intitulé Jeunes Talents. L'objectif est de recruter des jeunes diplômés et outillés susceptibles de travailler au sein de ce groupe. Une façon pour Phoenix Bénin de soutenir l'employabilité au Bénin. On fait le point avec Génial Afouda Mosiabouka. Phoenix Bénin à la quête de jeunes talents. À travers ce projet, le groupe ambitionne de recruter de nouvelles ressources humaines pour renforcer son équipe. En tout, 6 postes sont à pourvoir. Celui d'assistant achat, assistant ressources humaines, assistant comptable, assistant produit, assistant opération et assistant traduction français-anglais. Le programme Jeunes Talents, pour nous, c'est notre engagement en faveur de la jeunesse béninoise. Nous l'avons plus ou moins créé pour nous adresser aux étudiants en fin de cycle qui ont des parcours excellents, de pouvoir accéder à leur premier emploi en nous rejoignant à travers ce programme. C'est un programme qui est adressé à des étudiants en fin de cycle, donc des Bac plus 5. Nous allons mettre des offres sur les plateformes habituelles de recrutement que Phoenix utilise, qui sont les réseaux sociaux, ainsi que le site NovoJob
phoenix.com pour justement recevoir les candidatures. Phoenix International, c'est une société du groupe Engie, un des leaders mondiaux de la transition énergétique et environnementale. Elle ambitionne de changer la vie des populations en leur apportant la lumière via des solutions solaires accessibles à tous. Phoenix propose toute une gamme aux populations béninoises, toute une gamme de kits solaires adaptés aux besoins de toutes les populations. Les produits sont constitués en base d'une batterie et d'un panneau fonctionnant donc à l'énergie solaire, et sur cette batterie on peut brancher des câbles pour recharger des téléphones portables, des radios, des woofers, des petites enceintes domestiques, et on peut également brancher des radios et une télévision. La télévision étant commercialisée depuis juillet de cette année. Ces produits sont achetables au comptant, mais la plupart de nos clients, aujourd'hui nous avons 36 000 clients, la plupart de nos clients ont acheté ces produits à crédit via le dispositif Mobile Money mis en place pour notre compte par la société MTN. Vous pouvez choisir un crédit de 1 an ou de 2 ans. Vous pouvez choisir de payer à la journée, à la semaine, au mois. Et pour compléter votre prêt, vous avez donc jusqu'à 1 an ou jusqu'à 2 ans. Phoenix International est présente dans 6 pays. Les États-Unis, la Chine, le Nigeria, la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Bénin, où l'entreprise a déjà 30 boutiques à son actif. Pendant plus d'un an, dans les techniques de transformation des produits agricoles, les apprenants de la 7e et la 8e promotion du Centre Bouge bénéficient des kits agricoles pour se mettre à leur propre compte. Gilles Dansou et Patrick Nimavo ont pris part à la cérémonie de remise de kits. Tout est réuni dans ce cadre pour faire de la bonne semence. Nous sommes ici au Centre agricole Bouge de Sékou, des outils de travail composés d'arrosoirs, de cages, de brouettes, de charrures, du ciment et des machines de pressage et de broyage. Voilà, entre autres, les quelques kits offerts aux apprenants de la 7e et 8e promotion du Centre Bouge en fin de formation. Les bénéficiaires apprécient le geste. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, de faire partie des récipiendaires pour recevoir les kits, pour pouvoir les exploiter sur mon exploitation. Donc je suis très satisfait de cette cérémonie. On vous a visité au mois de mai et au mois de septembre. Et on a vu des très belles choses. Nous étions très fiers de vous. Fiers de nous. Vous êtes notre produit. Je suis contente que vous êtes réunis ici et j'espère que le matériel qu'on vous donne aujourd'hui, ce n'est pas un don, parce que vous l'avez mérité. Et vous allez mériter ça si vous l'utilisez bien. À leur propre compte, ils sont désormais. Le directeur exécutif de l'ONG Bouge les invite à un plus grand sérieux dans le monde entrepreneurial. Les kits que vous voyez là, c'est le fruit de vos mérites. Si lors des visites de terrain, nous avons remarqué que vous ne faites rien, vous n'auriez également rien. C'est important de le noter. Et si vous attendez que la nature vous favorise, vous vous trompez. Elle est rude, elle continuera à être rude, afin de nous apprendre à la mériter. La représentante du ministre de la Justice tient ces mots à l'endroit de l'assistance. Chers enseignants, je tiens à vous féliciter particulièrement pour le travail formidable que vous effectuez au quotidien. L'éducation des enfants est une tâche noble que vous accomplissez avec abnégation. Je vous encourage à persévérer dans cette lancée. Bon usage sera à coup sûr fait du matériel offert. Rentrée solennelle du Bureau exécutif national de l'Association des énarques du Bénin, le plan de travail de l'association, les cahiers de charges des équipes projets et le plan de rénovation de la bibliothèque. Patrick Apollinaire Vieira ont été dévoilés. Wenceslas Aroimont et Estelle Pazou pour plus de précisions. C'est une rentrée solennelle qui va donner une idée claire des ambitions de la mandature 2019-2021 de l'Association des énarques du Bénin, AEB.
Pur produit de l'École nationale d'administration et de magistrature, le bureau exécutif de l'AEB et ses membres travaillent avec l'administration de l'école à donner du sens à leur rassemblement. Le sens premier de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la volonté de toutes les composantes de cette école de se donner la main, de conjuguer leurs efforts pour assurer, j'aurais voulu dire le rayonnement, mais pour l'instant, je préfère dire le relèvement d'une école qui est si chère à nous tous. L'ENAM, c'est 35 ans au service de la formation des étudiants. Pour ce qu'elle a été, ce qu'elle est et ce qu'elle a à offrir, l'Association des énarques du Bénin entend faire de l'ENARC un label. Nous pensons désormais établir une tradition qui va davantage présenter le label ENARC parce que nous pensons que notre raison d'être, c'est de défendre un label, c'est de le renforcer, c'est de le sauvegarder, c'est de le préserver. Plusieurs projets ont alors été définis. Le partenariat pour l'octroi des stages professionnels, la mutuelle de santé, le projet Think Tank, le diagnostic organisationnel de l'ENAM, le fonds d'appui pour les ENAC entrepreneurs et la campagne d'adhésion. L'association compte à peu près 400 membres aujourd'hui, mais les ENAC sont des milliers. C'est 35 générations ou promotions d'ENAC et donc nous ambitionnons au cours de ce mandat de poursuivre et d'intensifier les actions pour que nous puissions constituer une base de données qui rassemble toutes les compétences, qui rassemble tous les ENAC afin que la famille s'agrandisse et que les apprenants puissent s'inspirer d'un certain nombre de modèles pouvant leur permettre de redoubler d'efforts à la tâche. La rentrée solennelle a été l'occasion de reconnaissance envers les partenaires de la semaine de l'ENARC. Le plan de rénovation de la bibliothèque Patrick Apollinaire Vieira a été dévoilé. Les travaux sont entièrement financés par l'Association des énarques du Bénin. Intéressons-nous maintenant aux classes numériques qui s'installent dans certains établissements d'enseignement public. C'est le cas du CEG Zongo de Parakou. Zoom sur cette classe numérique avec Bertin Adimi. Créé en 1971, le collège d'enseignement général Zongo est l'un des plus grands de Parakou. L'établissement a bénéficié en février 2018 d'une salle informatique à des fins de classe numérique, un joyau d'une grande utilité pour les apprenants. En faisant des recherches sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, je suis tombé sur le Bénin. J'ai vu que c'est intéressant, donc je sens un avantage. Parce que je sais maintenant ceux qui ont participé au développement du Bénin, comment ils l'ont fait, les étapes. Au même titre que son camarade de classe, Charlemagne Bokossa surfe sur des moteurs de recherche en histoire. En classe, il y a un cours sur historiographes africains. Donc je suis venu pour chercher les autres historiographes, pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont fait pour reconstituer l'histoire de l'Afrique. Ce qu'elle donne en classe est suffisant. Même moi, je veux en savoir plus. Moins jeune, ce quatuor se contente d'un seul ordinateur pour faire des recherches sur un chapitre au programme en 4e. On a fait le cours de 7h à 10h. Et on était là, on discutait, on allait rentrer. Et j'ai décidé de venir à l'informatique pour faire la recherche sur un volcan. On n'a pas encore fait les types de volcans, mais j'ai décidé de venir voir parce que le jour du cours, je veux mieux comprendre. Accrochés à ce souci important, les responsables de la salle informatique veillent au grain toutes les fois qu'ils reçoivent les élèves. Objectif, empêcher la fréquentation des sites peu recommandables. On y a averti suffisamment que c'est interdit d'aller sur certains sites. Et même ça qu'ils ne peuvent pas balader ici. Amusement, pas d'amusement ici. Ils ne peuvent pas. La salle informatique est donc destinée exclusivement à des recherches et pas n'importe lesquelles. Parfois, nous-mêmes, en tant qu'enseignants d'histoire et de géographie, nous venons sur YouTube et nous téléchargeons certaines séquences de vidéos que nous projetons aux enfants pour pouvoir leur permettre de voir la réalité de ce que nous leur enseignons.
L'administration de l'établissement tire aussi grand profit de l'existence de la salle informatique à valeur de classe numérique. Il y a les courriers qu'on nous envoie et on doit répondre, il faut passer par le numérique. Nous, c'est ça qui nous a facilité les opérations de liaison entre la hiérarchie et notre administration. Même l'année passée, il y a eu des travaux dirigés en ligne sur tout l'ensemble des collèges qui ont bénéficié du numérique là. Et nos élèves en ont profité. Les retombées de l'existence d'une plateforme numérique dans un collège ne sont donc plus à démontrer. Cependant, au CEG Zongo de Parakou, subsistent quelques difficultés auxquelles il importe de vite trouver des solutions. Lorsqu'on met les 20 ordinateurs en réseau, le débit Internet devient très faible. Vous lancez une recherche, ça peut faire jusqu'à 10 minutes avant que la recherche ne vienne. Et l'autre chose est que parfois on veut faire la projection en direct. Vous allez sur YouTube, vous tapez, mais le débit ne permet pas de tourner la vidéo correctement. Ça fait que l'interprétation que l'enseignant devait être en train de donner au fur et à mesure que la vidéo se défile, l'interprétation ne cadre plus. Dans la ferveur de la semaine du numérique, ces travers méritent qu'on s'y penche pour le bonheur de tous. La paroisse de l'église du christianisme céleste Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi prépare son jubilé d'or sur 5 ans. En projet, un temple sera inauguré en 2024. À cet effet, un culte d'appel de fonds a eu lieu dans l'enceinte du dit temple à Abomey-Calavi. Jérôme Hungbo et Simon Villon. Monter sur la montagne, apporter du bois et bâtir la maison. C'est un ambitieux projet que les fidèles de la paroisse de l'église du christianisme céleste Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi ont prévu. Embellir la maison de l'Éternel pour célébrer le jubilé d'or en 2024. Il faut embellir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons un ambitieux projet pour d'abord, dans les 5 ans à venir, habiller correctement notre temple. En plus, nous avons le temple des enfants à construire et les divers blocs administratifs, des logements pour habiter ceux qui seront sous temple, et puis les réfectoires, les dortoirs et les vestiaires pour les dignitaires. Et penser en même temps à l'assainissement du site. Ce jour, j'avais un peu peur. Aujourd'hui, là, le matin, le temps menaçait, le temps était maussade. Nous avons demandé à Dieu vraiment de nous gratifier de cette journée. Et effectivement, vous voyez qu'il fait soleil. Et les invités sont arrivés en grand nombre. Nous rendons grâce à Dieu. Selon la foi, celui qui donne libéralement devient plus riche. Hommes et femmes, petits et grands, ont mis les bouchées doubles afin de mener à bon port cette initiative pour la gloire de l'Éternel. Ce que nous sommes en train de viser par rapport à la construction de la paroisse Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi, c'est grand. Donc plusieurs ont pris part ici. On voudrait que tous ceux-là arrivent pour contribuer à l'édification de la paroisse Mont-Sinaï. Celui qui compose avec Dieu ne perd jamais. Et quand vous choisissez être l'enfant, ou bien le fils, ou bien l'ami de Dieu, c'est que tout ce que vous faites porte toujours ses fruits. Tous les sympathisants, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, de venir mettre dans la poche du Seigneur. Et le moment venu, ils vont en récolter le centuple. J'ai été content de la prestation des chorales à l'intérieur. Je remercie et félicite les devanciers, les responsables à chaque niveau. Et je les prie de bien vouloir continuer dans ce sens pour que le nom de l'Éternel soit magnifié éternellement et bien. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à nos sympathisants, qu'ils viennent nous soutenir à Mont-Sinaï, à Abomey-Calavi Centre. Nous avons des enfants à l'extérieur, nous avons des enfants aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Qu'ils écoutent et qu'ils répondent favorablement à notre appel. Le Téléthon est lancé, les contributions vont à coup sûr jaillir de toutes parts, du Bénin et du monde. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.